J'ai tout de suite su que c'était fait pour moi. Vous appelez comment tes... C'est Pimpin et c'est Loulou. Je vais limite m'étouffer avec mon dans la gorge. Tu prends un concombre, tu te fais du bien avec. Si ça grossit pas à l'intérieur, ça va. J'assume pleinement ce que j'ai fait. On est 250 millions d'utilisateurs inscrits en 2024, 4 millions de créateurs, un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards de dollars. Bienvenue dans l'univers d'OnlyFans. OnlyFans. Ce monde, ce n'est pas une dystopie, c'est le nôtre. Un monde gouverné par Internet, où la réussite rapide et l'argent facile séduisent plus que jamais les jeunes générations en perte de repères. Une époque où les tabous s'effondrent, où l'inacceptable devient respectable, où ce qui choquait hier est célébré aujourd'hui. Vendre son corps pour devenir riche. C'est donc ça, la nouvelle success story. Imaginez, après avoir tenté de vous arnaquer avec des formations de dropshipping ou du trading, les déscolarisés d'Internet viennent d'avoir une dernière étincelle de génie. Faire de votre corps le produit. Travailleuses du sexe, c'est la dernière connerie qu'ils ont inventée avec le soutien de la société et des médias, laissant croire qu'il existerait un travail respectable qui consisterait à monnayer son corps. Chaque jour, l'humanité nous prouve qu'elle s'engouffre dans la bêtise, mais même au fond du trou, on parvient à creuser. Préparez-vous à découvrir le cancer de toute une génération, un univers où tout se vend, même la dignité. Imaginez une salle de sport, quelque part à Londres, en 2016. Tim Stockley, un entrepreneur britannique, observe un coach de sport donnant des conseils à ses élèves. Une idée germe dans son esprit. Et si les coachs pouvaient partager leur passion au-delà des murs d'une salle de sport? Et s'il était possible de redonner le pouvoir aux créateurs sans intermédiaire en connectant directement avec eux, leur public? C'est ainsi qu'OnlyFans voit le jour. Avec une vision saine et ambitieuse. Dans les premiers mois, la plateforme devient le refuge des passionnés. Un chef étoilé y partage ses secrets culinaires les mieux gardés, une prof de yoga propose des séances de méditation personnalisées, un guitariste virtuose dévoile ses techniques les plus avancées, les créateurs gardent 80% de leurs revenus. Un modèle économique qui promet de révolutionner la création de contenu. Mais comme une rivière qui dévie lentement de son cours, OnlyFans commence à changer. Le site devient progressivement l'épicentre d'une toute autre industrie, la pornographie. OnlyFans est souvent présenté comme un symbole de l'émancipation féminine, un espace où les femmes reprennent le contrôle de leur image, de leur corps et de leurs revenus. Just for money to be effectively an online stripper. I mean, that's what you do, right? Yeah. En supprimant les intermédiaires, la plateforme permet de monétiser le contenu selon la volonté de chacune, créant une illusion de pouvoir et d'indépendance. Pourtant, derrière cette apparence de progrès se cache une réalité bien plus ambivalente. OnlyFans perpétue les mêmes dynamiques d'objectification que le féminisme combat depuis des décennies. Si certaines femmes se sentent libres d'y vendre leur image, elles restent néanmoins enfermées dans un modèle où leur valeur est mesurée par leur capacité à répondre aux fantasmes d'une audience très majoritairement masculine. Le paradoxe est frappant. Là où le féminisme lutte pour rééquilibrer des droits prétendument inégaux entre hommes et femmes, OnlyFans renforce les stéréotypes en normalisant la marchandisation du corps comme une voie d'émancipation. Ce n'est plus seulement une question de choix individuel, mais une tendance qui encourage les jeunes filles à considérer leur corps comme leur principal atout économique. Ainsi, ce qui devait être un outil de pouvoir pour la cause des femmes devient son pire ennemi. Sur les réseaux sociaux, une nouvelle tendance fait fureur. Un business qui se répand comme une traînée de poudre et s'habille d'un vernis de respectabilité. L'OFM, pour OnlyFans Management. Le principe est simple, devenir le manager d'un modèle, souvent une femme, qui publie du contenu sur OnlyFans. Enfin ça, c'est la façade qu'on utilise pour rendre le job un minimum présentable. Sous les apparences d'un job simple et stylé, le parallèle avec le proxénétisme revient régulièrement dans les discussions. Selon le code pénal, il y a 3 conditions alternatives pour pouvoir parler de proxénétisme. La première condition, aider ou protéger la prostitution d'autrui. Deuxième condition, profiter de la prostitution d'autrui, même partiellement. Et la troisième condition, embaucher, entraîner ou inciter une personne à se prostituer. Il suffit donc de rentrer dans un seul de ces cas de figure pour que l'activité soit considérée comme du proxénétisme. La seule chose qui empêche de considérer l'OFM comme du proxénétisme au sens juridique du terme, c'est parce qu'OnlyFans n'est pas considéré par la loi comme de la prostitution. Mais dans les faits, c'est bien le cas. Il faut aussi noter que l'OFM ne se limite pas toujours à des personnes physiques. Certaines agences gèrent des modèles générés par intelligence artificielle, échappant ainsi aux problématiques de proxénétisme, mais cette pratique n'en est pas pour autant légale puisqu'elle repose en partie sur du vol de contenu existant pour créer des deepfakes.
Maintenant, si on dépasse la simple barrière du proxénétisme, on s'aperçoit qu'on assiste avec l'OFM à une marchandisation systématique de l'intime, où les corps ne sont plus simplement des outils de séduction, mais des produits optimisés pour un rendement économique. Karl Marx parlait d'aliénation dans le cadre du travail ouvrier, où l'humain perdait le contrôle sur le produit de son labeur. Ici, l'aliénation atteint un autre niveau. L'intimité et même les émotions simulées pour l'audience deviennent générateurs de revenus. L'une des personnes qui a le plus popularisé cette activité, c'est lui, La Menace. Ancien youtubeur connu pour ses pranks, il a trouvé refuge dans ce business, mais il se garde bien de le présenter tel quel. Dans ses interviews, à aucun moment il ne cite le fait qu'il fasse de l'OFM et préfère s'afficher comme un expert en marketing digital. Qu'est-ce que tu fais actuellement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Moi, je suis dans le marketing digital. J'ai une agence qui calque le business d'influence, tu vois, sur une certaine niche bien précise. Ce glissement sémantique en dit long sur l'image de ce métier. Même ceux qui font de l'OFM hésitent à le revendiquer pleinement. Malgré le vernis de modernité et les tentatives de démocratiser ce business douteux, cette activité reste perçue comme pitoyable et peu digne de respect. Que ce soit La Menace ou les autres créateurs de contenu qui mettent en avant l'OFM, on y retrouve un point commun. Ce business est une échappatoire pour des personnes qui n'ont aucun diplôme, aucune compétence créative ou intellectuelle leur permettant de créer quelque chose de plus tangible. L'argent devient alors le point cardinal de leur vie. Ils essayent via internet et des fausses success stories de pallier un échec scolaire et social par une réussite financière à tout prix. OnlyFans n'est qu'un symptôme de l'époque. Il est le reflet d'une mutation sociétale profonde où les valeurs traditionnelles semblent s'effondrer. L'argent facile est devenu une aspiration majeure, notamment pour une partie de la génération Z. OnlyFans s'inscrit dans une société où l'économie de l'attention domine. Le sociologue Byung-Chul Han décrit ce phénomène dans son livre La société de la transparence, où il explique que tout ce qui est visible et mesurable devient monétisable. Sur OnlyFans, cela se traduit par le fait d'abonnés qui ne payent plus seulement pour des corps, mais pour une illusion d'accès, de proximité, voire de pseudo-intimité avec la personne qu'ils suivent. À côté de ça, autrefois entourée de mystères et de tabous, la pornographie est aujourd'hui démocratisée et banalisée. Les réseaux sociaux en regorgent avec le soutien des médias traditionnels qui favorisent, comme toujours, la médiocrité plutôt que des émissions qui élèveront intellectuellement leur audience. Les plateformes comme OnlyFans brouillent les frontières entre l'intimité et la marchandisation, transformant un espace autrefois privé en un marché public. On y voit parfois les pires choses comme la banalisation de l'inceste, avec notamment cette personne qui raconte fièrement qu'elle fait participer sa mère à des scènes. Le phénomène est amplifié avec la complicité de personnes ayant une forte notoriété, et notamment les youtubeurs, dans une logique de sensationnalisme qui n'hésite pas à capitaliser sur cette tendance. On peut citer le youtubeur Le Bouzeux, qui a récemment invité une actrice porno pour expliquer le fait qu'elle se fait tringler dans les 4 coins de la France par ses abonnés en échange d'un paiement de leur part. C'est de la prostitution. Tu prends ta moto, tu vas dans des régions, dans des départements, tu prends un abonné, tu vas chez lui, tu lui cuisines un plat. Et après on passe au dessert. Et c'est quoi le dessert? C'est moi. Ces youtubeurs qui ont une visibilité énorme préfèrent mettre en avant les ratés de la société, qui n'ont trouvé que seul échappatoire la vente de leur corps, que des personnes qui mettent en place des choses qui font réellement avancer la société. C'est la culture de la médiocrité dans laquelle sombre malheureusement toute une génération. Ce qui était autrefois respectable, le travail, l'éducation, est aujourd'hui perçu comme obsolète, voire ringard. A l'inverse, des comportements autrefois blâmables, tels que l'exploitation de l'intime pour le profit, gagnent en respectabilité. On glorifie la débrouillardise sans se poser la question des moyens employés pour parvenir au sommet. Tout devient une opportunité économique, et peu importe les sacrifices moraux ou les conséquences à long terme. Et si je vous disais que les vraies victimes d'OnlyFans ne sont pas les femmes qui créent du contenu dessus, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, mais les consommateurs, très majoritairement des hommes. Parce qu'ils sont pris dans un système qui capitalise sur leur vulnérabilité émotionnelle, sociale et sexuelle. Le succès d'OnlyFans repose avant tout sur une autre facette de notre époque. La misère sexuelle. La solitude croissante d'une partie de la population, et en particulier chez les hommes, n'est plus à démontrer. Derrière chaque abonnement, il y a un consommateur attiré non seulement par le contenu explicite, mais aussi par une promesse implicite de proximité, d'attention et d'intimité, des besoins profondément humains que beaucoup peinent à satisfaire dans leur vie réelle si on se fie aux dernières études qui expliquent que les jeunes hommes n'ont jamais eu aussi peu de rapports sexuels qu'à notre époque. OnlyFans, ce n'est pas seulement une image ou une vidéo, c'est une illusion de relations personnalisées. Pour de nombreux hommes, cela crée une impression d'intimité,
qui va bien au-delà du simple désir. C'est une réponse à une demande de connexion émotionnelle, mais dans un cadre transactionnel. Mais ce rêve est une illusion savamment entretenue. Les abonnés dépensent leur argent pour des messages qui ne viennent pas toujours des créatrices elles-mêmes, mais de managers ou d'assistants virtuels. Ils investissent alors dans des interactions fictives qui exploitent leur solitude et leur mal-être. À chaque paiement, ce ne sont pas seulement des contenus qu'ils achètent, mais une illusion de réciprocité, une attention qu'ils ne reçoivent pas ailleurs. Quand il va revenir, il va juste payer pour ne serait-ce que me parler, quoi. Encore une fois, il y a un énorme paradoxe. Les consommateurs cherchent une forme de réconfort humain, dans un cadre qui les enferme dans leur solitude en monétisant leurs émotions. Comme l'écrivait la sociologue Eva Illouz dans Pourquoi l'amour fait mal, le marché transforme les relations humaines en objets de consommation. Et OnlyFans en est une manifestation éclatante. Ainsi, si certaines créatrices peuvent dénoncer les critiques qu'elles reçoivent en se présentant comme des femmes indépendantes et autonomes, la réalité est que ce sont surtout les hommes qui consomment leur contenu qui subissent le poids de cette dynamique toxique. OnlyFans, présenté par certains comme une opportunité entrepreneuriale, illustre une vision simpliste et biaisée de ce qu'est réellement l'entrepreneuriat. Cette plateforme offre une image superficielle, celle où il suffirait de vendre un produit ou un service, quel qu'il soit, pour être considéré comme un entrepreneur. Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Say a défini l'entrepreneur comme un acteur économique particulier, capable, par son action, son initiative, et son travail de générer une valeur économique. L'entrepreneuriat suppose donc l'innovation, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau ou améliorer un produit, voire un service existant. Deuxièmement, la prise de risque calculée. Un entrepreneur investit temps, capital et énergie pour développer une vision. Et troisièmement, une création de valeur pour la société, les consommateurs ou l'économie. Alors, en quoi OnlyFans dénature-t-il cette conception ? Eh bien, premièrement, avec OnlyFans, il y a une absence d'innovation réelle. Les créateurs de contenu se contentent souvent de reproduire des dynamiques déjà établies dans l'industrie pornographique. Il n'y a ni produit nouveau, ni avancée technologique, ni apport sociétal, mais une monétisation simple de l'intimité et de la sexualité. Deuxièmement, avec OnlyFans, on assiste à une confusion entre productivité et exploitation. Alors que l'entrepreneuriat cherche à créer de la valeur pérenne et bénéfique, OnlyFans repose sur une logique de court terme, où le produit est souvent l'utilisateur lui-même. Cela génère une illusion d'autonomie et de réussite, mais peu de construction viable à long terme. Troisièmement, OnlyFans intègre une banalisation de l'argent facile. Contrairement à l'entrepreneuriat traditionnel qui vient valoriser la persévérance, l'apprentissage et l'innovation, le modèle d'OnlyFans glorifie une approche où il n'y a aucun effort à fournir, si ce n'est montrer ses fesses. En fait, si Internet a ouvert la voie à une démocratisation de l'entrepreneuriat, il a également introduit un effet boomerang. Tout semble permis tant que cela rapporte de l'argent. L'argent devient alors l'unique baromètre, éclipsant des valeurs essentielles comme l'éthique ou la contribution réelle à la société. Pour s'en persuader, il suffit alors de se poser une question simple. Auriez-vous honte de parler de votre business à vos parents ? Si oui, c'est peut-être un signe que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Comme je l'ai souvent répété dans plusieurs vidéos, l'argent est important. Il est indispensable. On ne fait rien sans argent aujourd'hui. Cependant, la manière de le gagner l'est tout autant. La fierté, l'intégrité et la valeur ajoutée devraient faire partie intégrante des piliers qui drivent l'entrepreneuriat. À côté de ça, pensez-vous vraiment que les entrepreneurs à succès, ceux qui innovent et bâtissent des empires durables, considèrent les mecs qui font de l'OFM ou les meufs qui montrent leur huc comme leurs égos ? Absolument pas. Ces derniers sont souvent perçus comme des opportunistes ou des moins que rien, sans compétences réelles. Et cette perception, qu'on le veuille ou non, est véridique. Internet a donné naissance à une tendance inquiétante, une légitimation d'activités qui détourne le concept d'entrepreneuriat. On confond désormais la création de valeur avec la simple génération de revenus, oubliant qu'un business doit reposer sur des compétences tangibles et une utilité concrète. Et c'est cela qui, derrière, génère des revenus. Voilà ce qu'est réellement l'entrepreneuriat. Bâtir quelque chose qui vous honore et qui fait avancer les autres. Pas simplement exploiter des failles culturelles ou sociales pour faire du profit. En conclusion, la critique d'OnlyFans ou de plateformes similaires est entièrement justifiée. Cette plateforme exploite les failles de notre époque. Une solitude croissante, une quête de validation et surtout une misère sexuelle masculine qui n'a jamais été aussi criante. Oui, ces plateformes génèrent des millions. Mais à quel prix ? Celui d'une génération qui troque sa dignité contre des biais. Ces plateformes ne font pas que monétiser des corps, elles marchandisent nos valeurs, elles banalisent l'idée que la réussite se mesure à travers des clics et les euros sur un compte en banque. L'argent devient le but ultime, reléguant au second plan les moyens par lesquels il est obtenu. Et dans cette quête effrénée de profit, la médiocrité n'est plus une limite, mais un tremplin.
Nous vivons dans une époque où l'apparence de réussite prime sur sa substance, où être vu et réussissant importe plus qu'être accompli dignement. Il est encore possible de réveiller les consciences, rappeler que ces plateformes ne sont pas un progrès mais une régression déguisée en opportunité. Cela commence par une prise de conscience collective, réapprendre à valoriser ce qui a du sens, redonner du poids à des notions comme l'accomplissement, la résilience et le respect de soi-même.